Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith, 14 février 2020, il y a 22 ans, en 1998, le 14 février, il y avait la catastrophe de Sam, l'explosion de ces citernes qui avait coûté la vie à 200 Camerounais, officiellement, chiffre officiel. Depuis lors, on s'interroge depuis 22 ans, où sont passées les commissions d'enquête pour établir les responsabilités de cette affaire. Tout cela n'a jamais été publié. La CONAC, tout récemment, nous rappelait à ce titre que 14 milliards de francs CFA avaient été détournés au titre des fonds d'indemnisation des victimes de cette catastrophe de Sam. Nous en parlons ce matin avec le cœur, on va le dire, meurtri, parce que ce pays ne tire jamais les leçons de ces catastrophes. Ce pays ne tire jamais les leçons de ces tragédies. On le voit très bien avec cette catastrophe de Sam. Et on sait aussi que l'ex-DG de la SCDP, monsieur Nguyen-Efa, avait sorti une tribune où il disait beaucoup de choses sur ce qui s'était passé ce 14 février 1998. Il essayait d'établir la responsabilité des autorités administratives, puisqu'il y avait cet agent qui avait décidé d'alerter l'autorité administrative entre 10h30 et 13h30. Malheureusement, le listing des appels téléphoniques avait malheureusement et comme par hasard disparu. On voit très bien que là encore, beaucoup de personnes avaient souhaité à l'époque cacher la vérité aux Camerounais sur les responsabilités. Donc on en parle ce matin, madame, monsieur, avec à l'idée qu'on prenne conscience de ce que il y a 22 ans, le Cameroun a vécu une tragédie et que malheureusement le deuil n'a pas encore été fait comme il le faut dans un pays normal. Vous savez que tout récemment nous parlions ici du décès de Sylvain Swop, maître Sylvain Swop. Des commissions avaient été lancées en termes d'enquête, mais depuis quelques semaines, plus personne n'en parle. Omerta, silence général. Le Cameroun, il est comme ça. Ce pays, il est comme ça. Malheureusement, nous sommes dirigés par des personnes insensibles. On a la faiblesse de le reconnaître encore ce matin, madame, messieurs. Le plateau est en place. D'abord vous, monsieur Donald Brice-Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs. Étienne Ndjomi a adressé une lettre dite de reconnaissance au président de la République. Étienne Ndjomi, c'est le papa de Boris Ndjomi Tchakounté, cet enseignant de mathématiques assassiné par son élève le 12 janvier dernier au lycée classique de Kolbisson à Yaoundé. Alors cette lettre a été transmise hier au ministre des enseignements secondaires, Pauline Alovalionga, à Yaoundé. Eh bien, pourquoi médiatiser tout cela si ce n'est pas une danse politique macabre sur le cadavre de cet enseignant décédé dans des circonstances tragiques? Ça y ressemble terriblement. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que malheureusement, ce pays, il est comme vous le décrivez, Donald Brice-Kamgan. Malheureusement, nous sommes dans ce registre-là, on instrumentalise tout dans ce pays. On vous retrouve tout à l'heure, ce sera à 10h30 pour votre colère quotidienne ici. Également avec nous sur le plateau ce matin, Karine Santia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aussi aux téléspectateurs. Investir en politique, c'est financer le rêve. Il peut se réaliser comme il peut rester dans l'inconscient. Même si l'étude de marché conclut positif en termes de besoins, il faut noter que le consommateur est capable de faire une bonne analyse du produit qualité-prix. Je m'adresse ainsi à Maître Jean de Dieu. Vous l'appelez maître et pas ministre délégué. Parce que en tant que candidat, il investissait pour les municipales et législatives. Ok, d'accord, très bien, merci madame. On vous retrouve tout à l'heure à 11h06 pour votre revue quotidienne, la revue des réseaux sociaux. Le rendez-vous est pris, donc on prend date avec vous. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Bombok Bengan Kadje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Non, il faut continuer à l'appeler maître, parce que même Abdoulaye Wade, on l'appelait maître même lorsqu'il était président de la République, c'est pas déshonorant, c'est bon comme ça. Mais l'autre chose, non, il faut médiatiser cette lettre des parents de l'assassinat,
du professeur assassiné, parce que le chef de l'État l'en a parlé publiquement, l'a fait des sorties publiques. Et également, ce qui est poignant dans cela, c'est que la lettre est transmise à travers le ministre, son ministère de tutelle, qui lui avait condamné l'enseignant. C'est plutôt là qu'il faudra explorer. C'est bon, il faut passer par Nalova Yonga. On verra si elle va transmettre la lettre ou pas. C'est dans le problème. Et l'ECAM va-t-elle se réformer? En fait, comme c'est une loi, est-ce que les agents de l'ECAM vont enfin parvenir à consolider la démocratie au Cameroun? Voilà peut-être la vraie question qui va se poser. À l'ouest, notamment dans le département d'Undé, là où le RDPC était seul, le score était très largement suivi. On ne comprend pas. Mais là où le RDPC avait des concurrents, la participation était moindre. Là, il y a des choses quand même que les CAM devraient nous expliquer. À Douala premier également. Nous autres, les petits calculs qu'on faisait à l'époque, même on avait utilisé les bâtonnets, nous on n'utilisait pas les calculettes aujourd'hui. Mais il semble que là aussi, les CAM a raté les calculs. Elle a même non seulement avoir annulé certains procès-verbaux, notamment en Comondo, mais même les simples calculs qu'il fallait faire. Parce que nous, avec les bâtonnets, j'ai compté depuis hier jusqu'à aujourd'hui, le RDPC ne peut pas avoir 32 conseillers à Douala premier, non. Même avec les bâtonnets que j'ai là, ça ne peut pas donner. Ils sont, à la limite, peuvent avoir 31 conseillers. Donc le reste, les diviser avec les 3 partis qui viennent. Donc non, ça aussi, il faut reprendre. Mais comme vous ne voulez pas reprendre, peut-être faudrait-il qu'on annule les élections à Douala premier. Là, on pourrait reprendre tout. Ce serait bien. Et là encore, on va questionner les magistrats du tribunal administratif. Le tribunal administratif, je pense que cette fois-ci, ils ont demandé dernièrement à Ngidjol Ngan, ils ont récusé la liste SDF qui portait Ngidjol Ngan parce que semble-t-il, et c'est le tribunal administratif qui avait dit, a-t-il payé ses cotisations comme si ça les concernait. Et au même moment, quand on leur demande de réhabiliter les listes de l'UPC, ils disent qu'ils n'entrent pas dans un problème interne du parti. Mais là, ils ont demandé à Ngidjol Ngan de payer les cotisations. Heureusement, à Yaoundé, on a rétabli. Maintenant, le problème revient que le tribunal administratif, cette fois-ci, vous n'avez pas à faire les décomptes des voix. Si ça ne coïncide pas, vous annulez. Il faut annuler, on reprend. C'est comme ça qu'on consolide la démocratie. En plus, ça va redonner la vigueur à notre pays parce que c'est le pouvoir judiciaire qui participe à la consolidation de la démocratie dans un pays. Merci. Voilà, on va dire que ce 14 février, madame, messieurs, est un jour de deuil pour le Cameroun. Pour ceux qui veulent nous amener quelque part, nous sommes un jour de deuil parce que nous pensons à ces nombreux Camerounais morts il y a 22 ans à Samefoulane et nous avons donc le cœur meurtri aujourd'hui par cette tragédie. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengele. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonne Saint-Valentin à ceux qui célèbrent cette journée. Je vous raconte l'histoire de Patricia, 34 ans. Elle est fonctionnaire, elle est mariée depuis 7 ans avec Didier. Lui, il est conducteur de taxi. Ils sont mariés depuis 7 ans et ils ont 2 enfants. Patricia raconte que ça fait 2 ans déjà, son mari est devenu distant et ne la désire plus. Il y a que son mari rentre tard, il refuse de lui dire où il va, il ne lui donne aucune explication sur ses entrées et sorties à la maison. Mais pourtant, lorsque elle veut faire une sortie, il exige d'elle d'avoir un compte rendu détaillé de tous ses déplacements. Elle raconte qu'il y a quelque temps, son mari se confiait encore à elle. Lorsqu'il avait des problèmes de quelque nature que ce soit, il se rapprochait de sa femme, ils en parlaient et ensemble ils trouvaient des solutions. Elle dit qu'il y a quelque temps, ils ont pu construire une maison, mais depuis qu'ils ont aménagé, il y a 3 mois, son mari a commencé à dormir sur le canapé au salon. Lorsqu'elle tente d'avoir des galipettes avec celui-ci, il est tout le temps en train de la repousser. Il lui dit qu'il n'a pas la tête à ça, qu'il est trop pris. Elle considère qu'elle est une célibataire, serait mieux
qu'elle, une femme qui est mariée. Elle dit qu'elle n'a pas d'affection venant de son mari, elle n'a pas d'intention et elle se dit que peut-être la relation ne vaut vraiment plus la peine. Elle dit qu'elle s'est rapprochée de certaines femmes âgées de sa famille et de son quartier. Celles-ci lui ont dit, même si tu es marié, même si tu es en colère contre ton mari, tu dois continuer de jouer ton rôle comme si de rien n'était. Elle dit qu'elle a essayé, mais jusque-là, son mari reste campé sur ses positions. Elle a besoin d'aide et de conseils. Alors, je commence par vous. Ce matin, Bobo Bengan, qu'est-ce que vous lui dites? Son mari, d'abord, comme lui ont dit les vieilles femmes, vous continuez à jouer le jeu. Ça veut dire que monsieur doit être en train de passer quelque chose de pas bien. Il n'a pas son moral en place, vous attendez. À ce moment-là, justement, la femme ne doit pas se plaindre en public. Lorsque monsieur est fermé, le moment commence à adopter une certaine attitude, vous laissez d'abord faire. Faire. C'est vrai, il n'existe pas, on ne va pas vous dire de laisser pendant 1 mois, 2, 6 mois, mais vous laissez autant que vous voulez jusqu'à voir le climat, parce que c'est la femme qui oxygène la maison. Lorsque l'homme commence à venir avec les mauvaises humeurs à la maison, vous ne revendiquez pas, vous en parlez, comme là tu as de vieilles personnes, vous attendez. D'abord, ça, la bonne attitude. Le mari trouvera un moment pour lui en parler et lui dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Cameroun qui est difficile aujourd'hui, est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que le mari parce que ça existe aussi. Dernièrement, j'ai emprunté un taxi où le taximan me disait, comme je suis mbombo, qu'on lui a fait des propositions terribles. Un gars lui demande d'amener dans des trucs, soit il avait des affaires d'argent, il va accompagner, prendre des millions ici et là et tout. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se passent, notamment avec ce métier de taximan. Et à un moment, le mari peut penser que le dire à la femme, à un moment précis, ça peut apporter des doutes, parce que la femme te dira non, ne continue plus, ne fais plus. Bon, il est en train de gérer une situation compliquée de toutes les manières. Donc vous laissez d'abord. Vous laissez, parce que hier, un monsieur attentionné et tout, qui subitement adopte cette attitude, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Vous continuez à l'encadrer et surtout à le soutenir en estimant qu'il est en train de traverser une mauvaise passe. C'est comme ça que ça se fait. Donc, on ne se plaint pas en disant bon, ça fait déjà 1 an, détagez pas. Non, là, ça risque de briser tout. Mais je dis à ce bonhomme aussi qu'à un moment, commence à donner, même à dose homéopathique, les informations à votre épouse, votre femme, si c'est lié à des menaces que vous pouvez avoir, ou alors à une activité qui pourrait apporter des menaces. Mais si c'est une coépouse que vous voulez amener, d'abord, je ne pense pas que si c'était une coépouse que vous voulez amener à la famille, ça n'allait pas abandonner le lit conjugal. Donc moi, j'imagine que ça doit être des choses compliquées qui se passent au Cameroun, que le taximan serait entré dans un tourbillon qui n'est pas bien et il est en train de vouloir gérer ça seul. Mais il faudra commencer à donner des informations à la femme, parce que demain, vous pouvez sortir, vous ne revenez pas, ou alors vous pouvez être pris dans un traquenard où elle ne saura pas par quel vous prendre. Mais pour la femme, vous restez calme. Alors, Donald Brice? Bon, je constate que c'est un couple qui, depuis 7 ans, évoluait dans une certaine harmonie, d'après le récit qui a été fait par Dominique. Il y a certainement des situations qui tourmentent Didier, qui a quel âge? 37. Il y a certainement des situations qui le tourmentent. Il a une raison jusqu'à un certain moment de garder le silence, peut-être pour méditer sur ce qui lui arrivait. Mais si ça se poursuit, parce que ça fait déjà quand même 2 ans qu'il affiche des comportements controversés, incompréhensifs du point de vue de son épouse, je pense qu'il n'a pas intérêt à continuer à garder le silence, quelle que soit
le tourment qu'il traverse. Parce que s'il maintient le silence, ça fait déjà 2 ans, si ça va encore plus loin, son épouse peut être dépitée, obsédée et craquer, éventuellement le laisser. Je pense que pour le bien du couple, il gagnerait à trouver les mots justes pour lui dire exactement ce qu'il traverse. Le silence, pendant certains temps, peut être la solution, mais pendant 2 ans, je pense que l'épouse également l'aime beaucoup et que elle a gardé son sang-froid et elle tient à cette relation. C'est pour ça qu'elle n'a pas craqué pendant cette période. Mais s'il continue à garder le silence pendant un nombre de temps encore important, elle ne va pas supporter. Je pense qu'il gagnera à lui expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous dites, Karine? Je me dis que Patricia, c'est une femme qui certainement, elle aussi, ne parle pas beaucoup. Parce que pour une personne comme moi qui parle beaucoup, je sais qu'on a déjà eu plusieurs problèmes à cause de ça. Parce que je ne supporte pas le silence. Lorsqu'il y a une situation et que l'autre ne parle pas, vous avez l'impression en fait que soit vous ne servez à rien, soit c'est vous la cause du problème. Raison pour laquelle il faut parler. Parce que non seulement quand vous parlez, vous avez la sensation que la charge a été diminuée. Parce que vous n'êtes plus le seul à porter le fardeau. Mais lorsque vous ne parlez pas, vous donnez l'impression à l'autre qu'elle ne sert à rien et qu'en fait, le fait qu'elle soit venue dans votre vie, compléter votre vie, elle la rend encore plus lourde. C'est ça l'impression que ça donne lorsque vous êtes dans une relation et que vous faites face à ce genre de problème. Parce que nous sommes dans une société qui est en parfaite mutation et en mouvement. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent surgir dans la vie d'un individu, que ce soit ce que Mbobok a soulevé ici, des propositions indécentes, peut-être professionnelles, que ce soit ce que Donald Brice parle des problèmes autres. La femme peut penser à autre chose. Elle peut penser qu'en fait, il a une deuxième femme qu'il veut introduire dans la maison et qu'il ne sait pas comment le dire. Mais en 2 ans, non, c'est pas possible. Elle peut penser qu'il a une deuxième maison où quand il est là-bas, il se sent à l'aise. Quand il arrive chez lui, il a l'impression de ne servir à rien là-bas et que chez lui, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de silence. Généralement, dans les couples, c'est vrai qu'on dit que la femme donne de l'oxygène à la maison, mais il faut noter que cet oxygène-là n'est possible que lorsque moralement et mentalement, elle est stable, lorsqu'elle zen, lorsqu'elle se sent vivre. Mais dans ce couple, elle ne vit pas. Elle a l'impression de survivre et de se battre tous les jours pour que le silence ne se transforme pas en colère. C'est ça, en fait. Elle explique aujourd'hui, après 2 ans, ça veut dire qu'elle a tenté toutes les astuces possibles pour qu'il parle, pour qu'il accouche de cet enfant qui reste dans son ventre et il ne parle pas. Et lui, il faut bien le dire, il peut mourir de dépression s'il a un problème. Il peut mourir de dépression. Vous nous dites ici que les hommes meurent beaucoup plus vite que les femmes. Il y a plus de veuves. Peut-être lui, il veut devenir veuve. C'est pourquoi les psychologues existent. Pour soigner ce genre de problème que vous n'arrivez pas à exposer. Ça peut être une proposition indécente. Ce n'est que le jour où vous allez parler que vous allez commencer à trouver une solution. Ce n'est que ce jour-là que vous allez commencer à trouver une solution. Parce que si vous avez en face de vous une personne qui est défaitiste, vous n'allez pas vous en sortir, mais dans ce couple, on nous dit qu'il y a eu l'harmonie pendant tout ce temps. Et qu'en 2 ans, cette femme n'a pas fait de scandale. Elle s'est rapprochée des gens qui lui ont dit non, fait comme ça. Elle a fait. Mais aujourd'hui, elle n'arrive plus. C'est quand même 2 ans. En 2 ans, on met au monde un enfant qui marche et qui court. Qui commence déjà à prononcer les mots. Donc, je pense qu'il est temps que cet homme-là essaye, rompt d'abord le silence, qu'il parle. Ne serait-ce que pour dire que j'ai un problème, mais je t'en parlerai plus tard. Ne serait-ce que pour ça. Là, elle saura que, en fait, il y a quelque chose. Je ne devrais pas le brusquer. Mais quand on ne dit rien, ça remonte, ça aggrave la situation. Alors, Dominique Audrey, quel est votre regard sur l'histoire de ce matin? Moi, je vois un homme qui ne veut simplement plus de cette femme. C'est tout. C'est tout ce que je vois. Moi, je ne vois nulle part qu'il a un problème de proposition indécente ou quoi que ce soit, auquel cas il aurait mentionné. Si un homme a eu le courage de dire à sa femme plus tôt, il y a des années, plutôt que vraiment ici j'ai des problèmes d'argent, comment est-ce qu'on peut gérer, pourquoi ne pas dire à sa femme que pendant que je travaillais, quelqu'un m'a fait une proposition bizarre? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Non, moi je pense plutôt que cet homme est ailleurs déjà. Et malheureusement, comme dans la plupart des couples, les hommes ont la fâcheuse tendance à prendre les femmes pour acquises. Parce que celui-ci, DJ, il sait dans sa tête que Patricia est là.
Patricia n'ira nulle part, c'est son bien, c'est sa chose et elle est là, elle va l'attendre. Autant de temps qu'il voudra, il voudra rester dans son coin, il va bouder, il va faire ce qu'il veut, il sera là. Je sais que toutes les fois où il a envie d'aller, de faire un tour sous la couette, il y va, comme ça, sans tenir compte du fait que peut-être Patricia n'est pas dans le même état d'esprit, peut-être elle se sent blessée par rapport au fait qu'il ne vienne vers elle que lorsqu'il a envie de lui, il ne tient pas compte de ça, il fait juste ce qu'il a envie de faire parce que simplement, il ne semble plus être véritablement engagé dans la relation. Maintenant, lorsqu'on se rend compte que notre conjoint commence à avoir ce genre d'attitude, la femme doit pouvoir reprendre les choses en main d'une certaine façon. Parce que aussi, lorsqu'on a un homme qui commence à nous ignorer, c'est parce qu'ils sont fatigués de vivre la même chose. C'est parce qu'ils sont las de la routine. Donc maintenant, c'est à Patricia d'essayer encore une autre fois de sortir de la routine qui encadre son couple. Réinventez-vous, surprenez votre mari, essayez de susciter l'envie chez lui. Soyez une femme nouvelle, même si vous allez rester la mère de ses enfants, son épouse, mais soyez une amante désormais pour lui. Vous verrez que de quelque façon que ce soit, il va changer. Mais si à la fin de tous les efforts combinés, rien n'est fait, moi je ne sais pas, vous ne pourrez pas le forcer non plus. Mais essayez encore. Essayez encore une autre fois. Donc vous lui conseillez de se réinventer, oui. Achetez de la nouvelle lingerie, coiffez-vous plus souvent, faites-vous belle avant qu'il ne rentre du travail. Vous savez, si par exemple votre mari aime les fruits ou bien il aime certaines choses, préparez-les lui, faites-lui des sextos pendant qu'il est au travail, dites-lui que vous l'aimez, que vous l'attendez, vous avez hâte de le voir. Par exemple, du moins changez de couloir, arrêtez de faire ce que vous faisiez avant. Vous allez voir que, à force de vous, même si au départ, il ne sera pas très réceptif, avec le temps, il va finir par épouser votre nouvelle façon de faire. C'est un Valentin. Bon, peut-être vous voulez rebondir, peut-être, oui. Oui, non, pour dire la chose simple suivante. Lorsqu'une femme se marie, il n'y a pas de moment où vous attendez votre mari sous la couette. Vous l'attendez à temps et à contre-temps, et à tout moment. Donc, c'est quand il vient, vous vous préparez, vous vous mettez dans l'état d'esprit de l'accueillir. Ça, c'est les premières règles qu'on donne à une femme quand elle va en mariage. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Même si elle est souffrante. C'est celle-là. Non, quand elle est souffrante, l'homme sait. Elle est souffrante, mais tu dis que tu souffres. La femme doit être disposée et quand dans la tête, quand elle est souffrante. Mais justement, ça se cultive. Lorsqu'on vous apprend les mathématiques, vous vous exercez plusieurs fois pour apprendre les mathématiques et les faire de manière rigoureuse. Donc, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne négocie pas, ou on négocie quand tu es malade, et je suis malade, lui-même il sait. Mais vous vous montrez disponible et disposé. Tout à fait. À tout moment. Donc, en réalité... Donc, la femme doit être à la maison. Là, elle sait que dès que mon mari arrive, il peut me sauter dessus. La femme sait qu'à 20h, elle n'a plus de sous-vêtements. Ça, c'est les mamans qui nous suivent savent que c'est comme ça les règles du mariage. Maintenant, si vous êtes dans un mariage avec contrat, là, vous n'avez pas de femme. Vous avez une épouse. Ça se négocie. Mais si c'est la femme a un comportement, l'épouse a un autre comportement. Ça existe ça, une négociation pour ces choses? Non, là-bas, ça c'est l'Europe, c'est l'Occident ça. Chez nous, on a la femme. C'est pour ça que c'est un acquis. On n'envisage pas le divorce chez nous. On n'envisage pas. On ne prend justement pas la femme comme un acquis. La femme, elle se conquiert. Non, ça c'est vos règles là-bas. La femme, c'est un acquis. Tous les jours, c'est pas... Et en plus, c'est pour cette raison qu'on dit souvent, quand on vient vous doter, c'est pas la famille, on dit l'homme, donc la nourriture du pays. Donc la femme, si tu étais l'enfant du pays, et on donne la nourriture de ce pays-là. Donc voilà, ces choses ont une signification qui n'est pas ce qu'on vous apprend à l'université là. Dominique Audrey n'est pas d'accord. Hein? Non, il n'y a pas de d'accord ou pas. Elle trouve que on dit que la femme n'est pas un acquis. Pourquoi on donne une chèvre et la chèvre là, vous pensez que tout le monde a vraiment envie de manger la chèvre ou bien peut pas acheter une chèvre qu'on donne à votre dot? Pourquoi on découpe de telle manière que la famille de votre maman ait un morceau? Tout le monde doit avoir un petit truc, et c'est même le riz qu'on distribue. Parce que les gens ne peuvent pas... Il y a des gens qui ont des sacs de riz chez eux. Donc ils n'ont pas besoin de ce sel
qu'on envoie ici, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre fille, on vous la donne. C'est ce que ça signifie. C'est votre chose. Peut-être que Donald Non, il n'y a va pas de ajouter chose. quelque chose. Elle Donald. vient pour pérenniser l'espèce, Bon, une seconde. la descendance. Donc, Une seconde. Peut-être que Donald va ajouter quelque chose. Oui, Mbamboke dans l'amour à l'ancienne. à la nouvelle. Non, à l'ancienne. À l'ancienne. Bon, peut-être qu'à l'époque ça tenait, mais Ça alors. dans le contexte actuel, je crains que ça ne colle pas à la réalité parce que Pourquoi nous on ne divorce pas alors? vous n'êtes pas Les mariages inventif, d'avant sont si vous n'êtes pas inventif, si vous n'êtes pas créatif, à la fois l'homme et la femme dans un foyer, si tout est monotone, à un moment donné on se lasse. Qui vous a dit qu'on est monotone? Vous voyez la monotonie où? Si vous dites que c'est un acquis, bon, ça signifie que Mais on n'a vous rien dit- à créer. Oui, non, Et que de toutes les là. façons, elle est là. Elle ou est alors Par il- exemple, ou alors il est là. vous avez créé ceci. La femme s'habille quand elle dort. Quand elle sort, elle se déshabille. Regardez le comportement aujourd'hui. Nous, voilà, la femme commence à être sexy à partir de 18h. Même nos mamans. Donc, vous ne nous apprenez rien. Bon, là, ce sont les particuliers. Et là, L'indécence vestimentaire. Voilà. C'est une réalité de notre temps. C'est vous qui mais êtes dans la de là à routine. dire que c'est la règle. Non. Non, on n'est pas dans la routine. Vraiment, Ouais, on mais- est sorti de là. D'accord. On En n'est tout pas cas, dans la routine. Il ne la faut pas routine. prendre la femme pour acquis. ça veut dire quoi? Le thème veut dire quoi? C'est ce que Didier est en train de faire. Il sait que ma femme est là, je vais dormir au salon. C'est Le mon jour sac à que main, je dès que je veux... m'approche là, je peux venir. Non, Quand j'entends- on épargne la femme, c'est le bonheur. On épargne la femme de certaines difficultés. C'est quoi dans le sens du couple, si on ne peut pas partager? Non, mais justement, c'est ça le couple. Un serpent ne peut pas arriver à la maison, vous demandez à votre fille d'aller tuer le serpent. C'est au garçon que vous demandez de le faire. C'est pas la fille. Donc on commence à protéger la femme. C'est justement le fait de venir en rivalité dans le couple, c'est ça qui cause problème. Les hommes- L'homme sait que, je ne sais pas, le gars, il a dû porter les femmes qui l'ont amené quelque part. Quelquefois même, on commence à vous faire le chantage à travers votre femme. On dit, nous savons où votre femme fait le marché. Nous savons où. Bon, vous ne pouvez pas venir à la maison dire ça à votre femme. Comme vous voyez, j'ai porté les hommes aussi qui risquent de te tuer. Non. Vous vous retrouvez d'abord, vous commencez à analyser. Vous, la fémania, les femmes là, ils peuvent vous tourmenter pendant 2-3 ans. Mais vous aussi, vous avez des amis à qui vous avez dit, bon, comme vous, gars, l'autre jour, quand je faisais la nuit, Ce que Hein? vous dites là, Donc- c'est très fréquent dans les milieux politiques, hein, parce que Attendez. dans les milieux politiques, les femmes sont généralement les instruments de chute pour beaucoup d'hommes politiques. Absolument, Donc absolument. les faits sont là pour nous dire beaucoup de choses. On utilise parfois les femmes des hommes politiques pour parfois les forcer à 2-3 choses. Oui, et même si c'est ça, ça justifie qu'on ne puisse pas donner de l'affection à sa femme, être Non. tendre avec sa femme parce qu'on a porté des fémènes ou bien parce qu'on a porté justement des fémènes. Bon, On dort au salon. Prenez ça autrement. Vraiment? Il peut Non, avoir c'est trop porté léger. les ossements humains. C'est trop Vous léger. avez pris les femmes, il peut avoir porté les ossements humains. Peut-être convoyé par un officier de police, Oui. quelque part, quand il rentre, il ne sait pas comment on se débarrasse du poison. Mais il sait quand même que c'est le poison. À ce moment, il va commencer il peut fuir sa femme. Un moment. Maintenant, lui dire que, comme vous voyez, quand je travaillais tel jour, j'ai fait ci, j'ai pris Feman parce que c'était pour faire simple. Mais il y a des choses beaucoup plus compliquées. Où vous arrivez quelque part, on vous dit, venez, sortez le colis qui est derrière. Vous dites, venez m'aider. Ça s'appelle, on dit, débrouillez-vous. Vous sortez le colis, vous vous rendez compte que d'abord, ça sent mauvais. Et c'est des ossements humains que vous êtes en train de parquer quelque part. Quand vous rentrez à la maison, vous lavez, mais comment vous allez? Vous avez même peur de saluer votre femme. Vous dites, je la préserve comment? Voilà comment... Il y a des choses... Oui, mais sauf que ça, c'est pas dans ce cas, parce que quand il a On envie- ne sait pas. Non, On ici, ne ce sait n'est pas. pas le cas. Si c'était le poison, il n'allait pas aller Donc, on ne sauver sa sait femme pas, quand il donc. en a envie, seulement. Et quand c'est sa femme, il répond aux abonnés absents. S'il tient à Aimez son vos femmes. couple, Aimez je vos suis pas femmes. certain que le silence pendant 2 ans soit la solution. Ça peut être à même à 3 ou 4. Ça dépend de la situation. que l'on Entre-temps, elle rencontre. fait comment? Qu'est-ce que l'autre va penser? C'est ça le problème. Voilà. Les vieilles mamans lui ont dit, reste calme ma fille. Et après, on Reste sera calme. surpris qu'elle est allée voir ailleurs. Non, il n'y a pas de... Même si C'est c'est une ça. femme abandonnée.
C'est pas ça le mariage. Est-ce qu'une femme doit être surprise que son mari ait des enfants quelque part ailleurs? Oui. Pourquoi? Il est censé avoir des enfants ailleurs? Vous devez l'intégrer, oui. On compte le nombre d'enfants d'un homme que quand il meurt. C'est à sa mort que vous allez voir les gens venir. Il n'est pas obligé de tout dévoiler. Ok, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur. Le temps pour nous d'aller prendre la colère de Donald Brice Kamga. J'interpelle ce matin la conscience nationale à propos du phénomène des mototaxis au Cameroun. Le 21 septembre 2016, un commissaire de police est grièvement blessé à la tête à Douala après avoir été frappé par des conducteurs de moto. Le commissaire de sécurité publique du 12e arrondissement de la ville à l'époque des faits menait en compagnie de ses collaborateurs une campagne d'assainissement du secteur des mototaxis sur instruction du préfet du département du Vouri. Des altercations entre la police et les conducteurs de ces engins à deux roues déclenchent lorsque des motos n'ayant pas de pièces requises sont saisies. Le 12 novembre de la même année, des échauffourées éclatent après que la police a procédé à l'interpellation d'une dizaine de motos taximens et de leurs propriétaires ne disposant pas de carte nationale d'identité et de documents de leurs engins. Alors qu'ils sont conduits dans une unité de police, les mises en cause alertent leurs camarades. Ces derniers se mobilisent pour venir à la rescousse des leurs. Ils prendront d'assaut le commissariat de sécurité publique où sont gardées les personnes mises en cause. S'ensuivent des affrontements avec les forces de maintien de l'ordre. Des tensions à la suite desquelles les engins confisqués sont restitués après une instruction de la hiérarchie. Après ces deux faits-là, les autorités administratives de la région du littoral somment les conducteurs de mototaxis de se conformer à la réglementation en vigueur et annoncent dans la foulée des mesures de répression contre les récalcitrants. 4 ans après ces mises en garde, le secteur garde la plupart de ses travers dans la capitale économique camerounaise. Le 12 novembre 2019, des mototaximens en colère barricadent plusieurs axes routiers à Yaoundé. La situation dure plusieurs heures. Les forces de police et de gendarmerie observent dans un premier temps avant de disperser les conducteurs par la suite. Pour les manifestants, le blocage de certaines voies routières de la capitale vise à contester une décision du gouverneur de la région du centre. Décision par laquelle l'autorité administrative exige le respect strict des zones interdites à la circulation des motos dans la capitale dans la perspective de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun abrite dans quelques semaines. Pour les mototaximens, le périmètre proscrit à leurs activités leur paraissait beaucoup trop important. À peu près 7 Camerounais sur 10 ont dans leur famille nucléaire ou lointaine un conducteur de moto. Au Cameroun, l'activité de transport par moto a le vent en poupe. À raison d'une offre de services de transport public inexistante, les motos sont devenues quasiment incontournables. Le secteur de gauche des diplômés, parfois de l'enseignement supérieur, des non scolarisés, des chercheurs d'emploi, etc. Face à une crise de l'emploi devenue aiguë, s'acheter une moto et faire du clando est devenu une habitude chez des milliers de jeunes sans perspective.
du fait de son inorganisation, le secteur contribue chaque année à gonfler les statistiques des morts liés aux accidents de la circulation et alimente quelquefois le grand banditisme. L'État a-t-il les moyens d'assainir l'activité? Quelques mesurettes prises ça et là et de façon sporadique n'ont eu que le mérite de buter à la complexité du secteur qui absorbe des milliers de jeunes frustrés et contre qui le gouvernement, en panne de solution à l'emploi jeune, craint de s'attaquer durablement sans menacer la tranquillité sociale, voire sa survie. Allons-y. Alors, c'est une question qu'on va naturellement adresser avec beaucoup de sérieux, compte tenu du climat socio-économique du Cameroun. Je n'ai pas dit politique, socio-économique du Cameroun. Un climat marqué par un taux de chômage qui atteint des records, mais également par un sous-emploi qui ne cesse d'inquiéter les différents commentateurs et observateurs de la scène socio-économique, là encore, du Cameroun. Parce qu'on voit très bien que ces gens-là, qui sont des conducteurs de mototaxi, sont généralement, pour la plupart, des personnes qui n'ont trouvé que ça à faire. Donc, il faut prendre en compte cette donnée avant de rentrer dans les méandres des conséquences de ces motos-là. Donc, bon, Bengan, il est question d'adresser ce point, cette thématique, en interrogeant, en questionnant les causes, mais également en faisant un commentaire sur les conséquences. Tout à fait. Et Jean-Marc là parlait de l'irruption des pauvres en 1994. Il se passe que, et dans ce livre-là qu'il a publié, je pense l'introduction, il dit bien, il porte le titre « Faut-il rayer l'Afrique de la carte du monde ?» Parce que pour lui, on ne peut pas comprendre. On dit que ce continent est riche, mais qu'il y a justement ces problèmes, comme vous l'avez dit, socio-économiques. Et ces problèmes socio-économiques sont d'une telle grande envergure qu'ils pourraient même ne pas avoir de solution. Et pourtant, on dit qu'elle est riche. L'autre... l'autre sociologue également, Jean Ziegler, lui, il dit que dans les pays les plus pauvres du monde, il y a le Niger, le Tchad, le Bangladesh. Mais comment se fait-il que le Niger, lui, produit plus de 40% de l'énergie consommée en France? Voilà des paradoxes. Ils font que, voilà une profession ou alors un environnement spontané qui est né comme ça, chez nous. Ça avait commencé au Burkina Faso, mais au Burkina Faso, c'était encadré. C'était encadré par un régime de Sankara qui avait pour orientation économique, j'allais dire, de mettre tout le monde au même niveau pour qu'on évolue ensemble. Oui. Donc, un ministre sur, ils appelaient ça les mobilettes. À l'époque, ça ne faisait pas du mal, ça ne faisait de mal à personne. Tout comme vous aimez parler des pays nordiques où on dit lutte contre la pollution, un ministre, le premier ministre peut être à vélo. On a même accueilli le président français là-bas avec le vélo. Donc, il y avait, en dehors de Burkina Faso, qui avait une orientation très claire là-dessus en disant nous sommes pauvres, commençons par ce que nous pouvons acheter, et c'était très bien encadré. Chez nous, c'était spontané. Donc, on ferme presque toutes les entreprises publiques ou parapubliques. Les gens n'ont plus rien à faire. L'université produit des chômeurs. On se retrouve dans une situation où papa, qui est retraité ou qui a perdu le travail, et maman, il se retrouve avec ses enfants qui sont pourtant diplômés de supérieur, mais qui sont à la maison. Voilà, il fallait donc commencer à se débrouiller. Voilà comment est née cette profession-là. Et cette profession naît et, j'allais dire, surprend tout le monde. Je parle d'abord du ministère en charge des transports. On vous parlait de permis A à l'époque pour pouvoir acheter votre moto, vous allez l'immatriculer, mais il n'y avait pas, on n'imaginait pas une activité économique de moto chez nous. Finalement, ça arrive là. On régule ça comment? On n'a pas pu. On le perd jusqu'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une situation, j'allais dire, dans l'impasse. C'est l'impasse. C'est clair qu'il n'y a pas de voie. Il n'y en a pas.
Peut-on faire machine arrière maintenant? Absolument. Oui. Et comment on peut attaquer? Parce que tout le monde, tout citoyen bien formé sait que on n'attaque pas les forces de maintien de l'ordre. Oui. On ne les attaque pas. Ils peuvent, la police, le policier, les gendarmes peuvent avoir des abus. Vous retournez vers leur hiérarchie ou bien à la justice, mais attaquer, parce qu'on disait même que la peur du gendarme, le commencement de la sagesse. Donc, attaquer les forces de maintien de l'ordre, ça veut dire qu'en fait, le pays est à terre. Comment le en pays... réalité, c'est un corps qui se sent au-dessus de la loi. Absolument. Quand oui, le pays est à terre. Et quelques temps seulement après, c'est le ministre qui vient prendre les mêmes autotaxements pour leur dire accompagnez-moi la campagne électorale. Et le chef de l'État qui loue le dynamisme des mototaxis. Vous voyez, nous sommes dans une espèce de contradiction où on dit bien l'irruption des pauvres. Donc les pauvres, ils sont fiers d'être pauvres, mais ils vous disent puisque la loi, nous on est au-dessus de la loi. Donc nous vivons dans une... C'est pourquoi toute tentative de régulation a chaque fois échoué, ou bien a débouché sur des contestations terribles. Absolument. On l'a vu lorsqu'il fallait interdire certains points de la ville, les centres-villes surtout, les centres administratifs, d'accès à ces motos-là. Ça a créé tout un grabuge, là où ces motos se plaignaient de ce que, malgré l'interdiction qu'on leur faisait d'accès dans ces endroits-là, ils continuaient malheureusement à payer auprès des municipalités beaucoup d'argent à chaque fois que les contrôles les attrapaient. Donc vous voyez très bien que là encore, l'État malheureusement, et même les municipalités se retrouvent coincés. Absolument. Par ses propres contradictions. Absolument. Ça veut dire que vous voulez réguler, vous voulez mettre de l'ordre dans un secteur, mais vous continuez à entretenir le désordre en leur faisant payer ici des taxes, là encore voilà. L'impôt libératoire, alors qu'évidemment vous voulez les supprimer. Les supprimer. Oui. Justement, c'est une contradiction terrible. Oui. Vous voulez supprimer une activité et vous leur demandez de payer des taxes, certains impôts. C'est incompréhensible. Vous voyez même pourquoi ça a dépassé même le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, qui avait commencé un bon travail d'organisation et de discipline au sein du pays. À un moment, est-ce que c'est sa hiérarchie? Est-ce que c'est parce qu'ils sont hors la loi? De toutes les manières, on a constaté que ça l'a dépassé lui aussi. D'accord. Donc, malheureusement. En réalité, dans un pays normal, d'ailleurs, beaucoup de Camerounais qui le regardent ce matin ont du mal à imaginer nos villes sans nos villes et même nos campagnes sans les mototaxis, parce que on n'a pas du moins la possibilité d'explorer d'autres moyens de mobilité urbaine ou de mobilité tout le rurale. monde, nous qui allons en week-end au village pour les deuils, pour ceci, chacun a au moins 3 motomans qui l'appellent. Il va dire que non, gars, je vais arriver à 20 heures. Est-ce que tu pourras m'accompagner? Dis bon, tu sais qu'on est le prix, non, c'est 5 000. Bon, vous voyez, c'est devenu comme ça, incontournable et tout. Alors, moi je pose une question. La plupart des motos viennent de la Chine, non? Oui. Est-ce qu'en Chine, cette activité existe? Non, là-bas, ils roulent à vélo. Non. Non. Ou du moins, s'il y en a, c'est... Les autorités chinoises ont dit que non. Est-ce qu'à Pékin, vous avez des mototaxis? Non, ils ont dit, les autorités chinoises ont dit eux-mêmes que non. Voilà, vous voyez, c'est une grave contradiction. Je pense que c'est un vice-président chinois qui était arrivé ici en 2003, lorsque le chef de l'État était là, Paul Biya était là-bas, ils avaient dit à l'époque que non, ça n'existait pas. Voilà, malheureusement. Comme activité. Dominique Godot. Je discutais avec quelqu'un qui m'a fait savoir que c'est à la fermeture de la SOTUC, puisque ça s'occupait du transport. À la fermeture, voilà, il y avait un déficit de moyens de transport. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se lancer. Non, ça s'est amplifié. Déjà avec les villes mortes 91, 92, il y avait les motos. La SOTUC ferme en 95. Il y a eu une explosion, voilà. L'explosion a eu lieu avec ça. Je ne sais pas si on doit appeler ça un métier ou une activité, mais aujourd'hui, cette activité de mototaxi est devenue un exutoire pour la masse de chômeurs qu'on a. Et moi, je pense que puisque le gouvernement grossit cette masse de chômeurs chaque jour un peu plus, chaque chômeur égale à une potentielle moto qu'on va retrouver dans la rue. Aujourd'hui, il devient impossible de faire sans.
Mais sauf que cette activité a besoin d'une organisation sérieuse. Aujourd'hui, on a du mal à Vous l'envisagez pour longtemps, cette activité, vous. Hein? Qu'est-ce qu'on va... Puisque je n'entrevois pas des métiers, sauf si on va encore nous envoyer un autre 500 000 emplois d'ici là. Mais à part ça, vraiment, je ne sais pas d'où sortiront les emplois qui vont arriver ces gens sur les motos. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de taximans, des gens qui sont dans les voitures, se convertissent à la moto aujourd'hui. Donc forcément, on est en train d'aller, ça va de plus en plus. Donc il va falloir prévoir d'autres routes pour ces gens-là. Aujourd'hui, il est difficile de traverser la route à certaines heures dans la ville de Douala parce que vous ne savez pas quel est le sens de la rue. Soit ça monte, soit ça descend. Au milieu, on en a qui descendent et d'autres qui remontent. À côté de ça, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, les motos sont à l'origine d'un bon nombre d'accidents. À côté de ça, on leur attribue souvent des viols, on leur attribue des assassinats. J'estime que le gouvernement devrait prendre des mesures sérieuses et arrêter un peu d'être laxiste à ce niveau en exigeant un certain nombre de choses, notamment le port de casque, le contrôle des permis de conduire. Parce que tellement... Moi, mon cousin va sortir du village comme ça. Par exemple, il n'a pas d'emploi, il n'a rien fait. Il a fait 1 semaine, 2 semaines à Douala. Il a essayé avec mon voisin qui a la moto. Et là, dès qu'il peut arriver jusqu'à la boulangerie du Carrefour, là, on lui dit que non, on va pointer. Dominique Audrey. Oui, monsieur. Nous partons sur le principe que les conducteurs de moto-taxi sont des victimes. Nous partons sur ce principe-là. C'est comme un monstre que l'État a contribué à construire. Oui. Ouais, vous créez à fabriquer un monstre. Vous créez votre monstre, vous le mettez en maquette et vous le fabriquez de manière concrète. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des conséquences. En réalité, la grande question pour un pays qui veut se développer, et c'est là je vous rejoins, c'est de dire que il y a un déficit en termes de mobilité urbaine. Comment on résout ça? Que de dire que on va laisser les motos continuer à jouer un rôle ingrat. Premier élément. Deuxième élément, vous dites que ce sont des gens qui sont dans le civisme et le reste. Dans un État, il y a des niveaux de responsabilité. Lorsque vous êtes un voleur, l'État a prévu, avec le code pénal, qu'on vous mette en prison. Donc l'État ne peut pas aujourd'hui dire que ces gens-là sont le civisme sans elle-même entamer sa propre responsabilité. Donc en cela, on est clair et net que justement, si ces gens-là continuent à fonctionner, à insulter, à injurer, à être sur les motos, les feux, sans permis de conduire, sans passer par l'auto-école et le reste, c'est la responsabilité évidemment du gouvernement camerounais qui n'a pas trouvé les solutions pour cela. Donc voilà. La responsabilité première est le gouvernement, du moins la responsabilité c'est le gouvernement qui a fabriqué tous ces... La principale responsabilité, c'est bien le gouvernement, justement, dont les politiques ont échoué et ont débouché justement sur la création de ces entre guillemets victimes monstres que nous avons aujourd'hui. En réalité, pour qu'un pays se développe, nous savons à peu près ce qu'il faut. Aujourd'hui, il n'y a aucun conducteur de moto-taxi que vous voyez là qui ne serait pas heureux d'avoir un travail normal et d'être à l'aise. Je peux vous dire que, d'ailleurs, quand vous les regardez et quand ils vous font des témoignages, ils vous disent que c'est difficile pour quelqu'un qui fait la moto de passer plus de 15 ans dans l'activité, parce qu'à la longue, il y a des maladies, des maladies qui ont la respiration, l'air qu'ils respirent et le reste. Donc il faut aussi une étude scientifique qui nous permette de savoir quelle est en réalité l'espérance de vie de ces gens-là, en réalité, parce que c'est aussi une donnée qu'on ne doit pas négliger. Karine, votre commentaire, je vous en prie. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'État qui a créé un monstre. Mais moi, je veux dire que l'État a créé un monstre aujourd'hui que lui-même, il n'arrive pas à contrôler. Absolument. Il a créé un monstre lui-même, il n'arrive pas à assassiner. Pourquoi? Parce que lorsqu'une activité devient une aubaine pour tout le monde, parce que c'est la plus facile, sachez qu'il y a un danger. Si tout le monde se met à vendre la drogue dans les rues, au vu et au su de tout le monde, ça veut dire que l'État a échoué parce qu'il a arrêté de protéger ses citoyens. C'est l'État qui protège, qui crée et qui encadre les conducteurs de moto-taxi en les utilisant au moment venu des campagnes politiques pour
faire la campagne. Il faut voir comment ils font les bruits dans les rues en ce moment-là. Ils font des caravanes, ils courent dans toute la rue. Mais à ce moment-là, on n'interpelle personne. Après, quand la campagne finit, ils continuent à le faire. Et après, ils entrent en bas d'un camion, c'est fini. Et on passe à autre chose. On vient, on enterre et c'était bon. Dans notre Cameroun, quand même, ce que je regrette, c'est que c'est une tranche de la population qui est très mixte. Les conducteurs de moto-taxi, on ne peut pas dire que c'est seulement les étudiants. Parce qu'il y a les retraités dedans. Il y a les anciens travailleurs qui ont perdu leur travail à un certain âge et qui ne pouvaient plus faire une activité assez compliquée. Il y a des anciens étudiants qui sont sortis de l'université et qui n'ont pas trouvé de travail, qui s'y trouvent. Dans cette activité, il y a des expatriés qui font ce même domaine. Comment est-ce qu'on contrôle? C'est trop diversifié. Il n'y a pas que les motos de l'arrondissement tel. Nous avons 6 arrondissements à Douala. Ce n'est pas spécifié. On ne dit pas que arrondissement tel, arrondissement tel. Vous les trouvez partout. Et c'est compliqué à contrôler dans ce genre de système. On ne peut pas contrôler. Il est important que l'État sache que le problème du transport des citoyens l'incombe. Et qu'à un moment donné, s'il y a un grabuge autour du transport des citoyens, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Au lieu de nous mettre sur pied des bus qui sont parfois inclinés et qui roulent des longues distances. Oui, Donald Brice. Alors, combien de motos-taxis est-ce qu'il y a à Douala? Combien de motos-taximens est-ce qu'il y a à Douala? 1000, 2000, 3000, les chiffres existent et sont parfois contradictoires lorsqu'on passe de la communauté urbaine au ministère des Transports. En tout cas, le premier élément qui complexifie les réponses à la solution dans le contexte camerounais, c'est qu'on n'a pas une maîtrise en termes de nombre de personnes qui exercent dans le secteur, dans les grandes villes. Eh bien, pourquoi? Parce que ceux qui entrent souvent ne sont pas le plus souvent enregistrés auprès des autorités compétentes. Deuxième élément, les autorités semblent jouer un rôle trouble. On va vous rappeler tout à l'heure que dans son adresse à la nation, dans son adresse aux jeunes, le 10 février 2014, le chef de l'État disait que c'est un métier noble. Alors, cette sortie du chef de l'État a fait penser à certains que c'était soit une façon de légitimer le secteur, soit alors d'ignorer que la prolifération des mototaxis est aussi la principale conséquence du manque de politique efficace en faveur des jeunes, notamment pour leur emploi. Le plus souvent, et on a observé que avant l'élection présidentielle, un membre du gouvernement est arrivé dans la ville de Douala à enrôler ces jeunes-là pour une campagne de communication pour la présidentielle. Ils avaient à l'époque lancé, disait ce membre du gouvernement, un appel en faveur de la candidature du chef de l'État, alors que quelques mois plus tôt, il était arrivé le même membre du gouvernement dans la ville, leur demandant de se conformer à la réglementation, notamment en ayant des choisibles et en s'identifiant auprès des autorités compétentes. Alors, lorsque ça arrange le gouvernement, ces jeunes-là sont utilisés pour les campagnes de communication et lorsque des problèmes commencent à surgir, c'est la répression qui arrive. Le problème s'est complexifié. On a entre légitimation de ce secteur et répression. C'est pour ça que cela a du mal à marcher. Alors, l'activité également s'est développée en raison du manque d'une offre sérieuse en matière de transport public au Cameroun. C'est pour ça que c'est assez complexe à réguler. Le gouvernement s'est manifestement, face au fait que réguler cette question, traiter cette question avec efficacité et rigueur aujourd'hui, risque de menacer la paix sociale, risque de menacer sa stabilité. Le gouvernement semble s'être contenté de donner à ce secteur le statut de stabilisateur social. C'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal. On va s'arrêter là, madame, messieurs, pour cette première partie de l'émission. On se retrouve en deuxième partie. À tout de suite. Le Cameroun pleure ces morts du 14 février 1998. C'est 200 morts officiellement de la tragédie de Sam et Foulane. On va pour cette deuxième partie de l'émission avec vous, Karine Sontia, lire quelques messages. Imaginez le taux de chômage au Cameroun. Si le chef de l'État n'avait pas décrété les activités telles que moto, taxi, callbox et TCRA comme métier,
Tessa Georges. C'est pas un métier, ça. Non, on lui avait donné la solution. Justement, je pense qu'il faut souvent se référer à l'histoire. En 1990, lorsqu'il dit lui-même « Préparez-vous au congrès de RDPC à une éventuelle concurrence », à ce moment, son camarade du parti, qui est directeur général de la SONEL, qui est aujourd'hui président du Sénat, lui dit comment on doit faire pour augmenter la capacité énergétique dans notre pays avec la multiplication des barrages hydroélectriques pour justement arriver à l'industrialisation du pays. Parce qu'à l'UQAM se plaignait déjà que l'énergie qu'on lui donne n'était pas suffisante. La crise économique qu'il avait annoncée en 1997 l'amenait à fermer certaines entreprises, on lui donne d'autres. Donc, s'il n'avait pas fait ça, il y aurait eu une des bonnes opportunités, une entreprise de création d'emplois dont le Cameroun allait être industrialisé aujourd'hui. Un autre message concernant l'histoire du jour. Je dirais que cet homme a des choses à se reprocher et également il ne veut plus de cette femme. C'est clair qu'il n'est plus dans la relation. Cette femme a laissé durer cela longtemps car elle aurait dû discuter dès le début comme on l'a dit sur le plateau. Si tu lui es sournois, sa femme, si lui il est sournois, sa femme ne doit pas l'être. Elle doit dialoguer avec lui et la mener à changer. Ça c'est Wilfried Kodia qui a écrit ce message. Concernant la colère, je trouve que le phénomène de moto-taxi est devenu un danger pour la cohésion nationale ici à Yaoundé. Ces mototaxis sont la plupart des agresseurs bandits et c'est eux qui entachent ce travail des jeunes débrouillards. Nous avons vécu une journée d'enfer ici à Yaoundé quand ils ont fait grève. Nous avons recensé des morts. Et à mon avis, les 500 000 emplois du chef de l'État, c'est dans les mototaxis. Il y a des jeunes de bonne moralité dans le secteur, attention. Oui. De très bonne moralité. Oui, justement, il dit qu'il y en a qui viennent entacher, qui viennent ternir l'image de ceux qui font bien leur travail. Il y a des infiltrés, disons ça comme ça. Oui. Concernant l'histoire du jour, cet homme n'aime plus sa femme et cet entretien des relations extra-conjugales. Il manque juste le courage pour lui dire et préfère garder le silence. Mélina Ngato. C'est tout pour les messages, ça tourne. On va, avec vous, faire la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, premier sujet, on rentre dans l'histoire, 14 février 2020, cela va faire 22 ans, que s'est produit la catastrophe de Sam et Foulane. En effet, le 14 février 1998, une collision entre deux wagons-citernes transportant de l'essence appartenant à la société camerounaise des dépôts pétroliers entrait en collision, environ 100 000 litres de carburant déversés en plein cœur de Yaoundé, précisément en Sam et Foulane. Et c'est en voulant recueillir le précieux liquide que plus de 200 personnes ont perdu la vie, ainsi carbonisées. Alors, bon, Bégal, quels sont vos souvenirs? D'abord, je retiens l'homélie ou alors la prêche du pasteur Simon Bolivar Ndjami Mwandi, qui, de mon point de vue, avait trouvé les expressions justes, comme vous aussi, vous savez souvent le faire. Je ne suis pas, vous êtes vraiment inspiré. Il avait parlé des morts de la pauvreté. La pauvreté. Et justement, ça revient à ce que je reprenais le téléspectateur tout à l'heure. L'État crée la pauvreté. Et lorsque la pauvreté commence à faire des dégâts, on commence, au lieu de voir les causes de cette pauvreté, on regarde les conséquences. Et nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Et apparemment même, il y a une étude qui est passée pour dire qu'on doit revoir même les trucs de stockage à la SCDP. Donc, c'est la pauvreté. Donc, premièrement, il y a un manque d'entretien. Donc, le gouvernement n'entretient plus. D'abord, vous voyez les édifices publics, surtout au moment où, sur le plan international, on parle de santé, environnement, hygiène, santé, environnement et tout, où les produits pétroliers ne devraient plus circuler n'importe comment. On doit
faut les préserver, ils ont un certain, j'allais dire, une certaine protection. Oui, surtout qu'il y a des Voilà. habitations autour. Et il y a des populations autour. D'abord, on lâche la maintenance de leurs installations, ne sont pas suivies, rien du tout. Et en plus, donc, la population qui est pauvre. Lorsque vous voyez un camion qui fait un accident, qui a la boisson, qui a, je ne sais pas moi, le sac de ciment ou le sac de riz, vous voyez comment les populations s'agglutinent à court. Et c'est ce qui s'est passé. On voit l'essence, ils ne savaient même pas si c'était l'essence super, si c'était le carburant, le gazole, si c'était le pétrole. Ils ont donc dit, bon, les citernes ont commencé à déverser. Chacun prend son bidon. On prend seulement le bidon. Il y en a même qui viennent avec les allumettes. Bon, vous voyez, on ne sait même pas où on se trouve et le drame s'est produit. Et l'État jusqu'aujourd'hui, et vous avez bien fait d'appeler ça, n'a pas encore tiré les conséquences de ce qui s'est passé ensemble à ce niveau-là, en se disant, c'est la pauvreté, comment faire reculer la pauvreté? Et on ne fait pas, on ne prend pas des malheureusement. Donald Brice, vous aussi, vous pensez à ces morts de la pauvreté, les morts de la pauvreté? Évidemment, et il y a, je me souviens d'un rapport de la CONA qui date de 2015 ou 2014, dans lequel la commission indiquait justement que les indemnisations dans le cadre de cette catastrophe-là avaient été détournées. Je ne suis pas certain que ce rapport que j'avais parcouru, dans lequel la CONA donnait les éléments sur ce qui s'était passé, notamment par le fait qu'on avait surévalué ceux qui devaient être indemnisés après cette catastrophe de SAM. Je ne suis pas certain que les éléments qui avaient été fournis par la CONA, qui à l'époque donnaient les noms des responsables qui avaient été impliqués, ont été inquiétés. De toutes les façons, une nation se construit également à partir des éléments tragiques comme la catastrophe de SAM. Pourquoi n'avoir pas érigé par exemple à cet endroit une stèle qui permettrait de se souvenir que de nombreux Camerounais ont péri en raison de leurs conditions de vie défavorables, évidemment. Dominique Audrey. Oui, vous avez commencé à l'entame par dire qu'il y a eu une commission qui était censée attribuer les responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes à 22 ans. C'est une commission de plus et certainement de trop qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas rendu son rapport. Qu'est-ce qui a causé la mort de près de 200 Camerounais ce 14 février? Personne ne dit rien. Surtout que 200, jusqu'à présent, c'est un chiffre qui... approximatif, parce que rien ne dit. Et où sont passés les 14 milliards censés essuyer les larmes de ces populations-là? Lorsque j'étais à Yaoundé, j'avais réalisé un reportage justement à cette date avec des personnes qui avaient vécu à cet endroit-là. Je vous promets, les séquelles sont visibles. Les souvenirs, malgré le temps qui a coulé sous les ponts, les gens ont toujours ça en mémoire. Ce jour-là, c'était... Moi, je suis d'accord lorsqu'on dit que c'est la pauvreté. Vous savez que si on recueille ce genre de liquide-là, on peut le vendre, on peut le commercialiser. Si on aurait pu vendre le litre en temps normal à 400, moi, je vais venir vendre peut-être à 300. Moi, j'étais où avec... J'ai fait quoi pour travailler ça? Je vends ma part et je passe sans savoir que c'était le liqueur de la mort que ces gens-là avaient recueilli. Et aujourd'hui, comme tous les jours, comme avec la catastrophe des écarts, c'est passé. On se retrouvera ici 22 ans après à se demander où est passé le rapport de la catastrophe des écarts. Qu'en est-il de l'argent distribué? C'est la même chose dans ce pays. Et malheureusement, personne ne s'arrête. Officiellement, il n'y a pas une journée qu'on peut décréter vraiment. On a eu tellement de cas dans ce pays qu'il faudrait qu'on ait une journée spécialement pour tous les morts des catastrophes humaines, naturelles et autres là dans ce Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi pas montrer à ces familles, montrer aux autres Camerounais que nous sommes ensemble et qu'on subit, on souffre d'avoir perdu ces futurs présidents et ministres et footballeurs et autres. Il le faut perdu autant. Surtout de manière tragique. Est-ce que vous savez que la mort par brûlure est, on va dire quoi? On va dire c'est la plus grande douleur que l'homme puisse avoir. Voilà, parce que vous voyez tout ça sur vous. Vous subissez.
Vous endurez. En tout cas, vous voyez la mort venir. Donc, parce que la seule douleur qui est supérieure à être brûlé vif, c'est être écorché vivant. Et j'ai une question. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'on délocalise cette entreprise-là? Parce qu'il y a quelques mois encore, on voyait un reportage ici où c'est un camion qui allait retrouver les gens dans leur maison. Est-ce qu'on ne devrait pas délocaliser ces entreprises là où les populations affluent? Ici à Douala, par exemple, la SDP qui est ici à Douala, par exemple, vous voyez à tout à côté, là, il y a des habitations, partout, il y a les bars. Dernièrement, on a déguerpi certaines personnes, mais... Non, mais on va déguerpir toute la ville, il faudrait qu'on délocalise les... Alors, il y a bien une stèle là-bas, il y a bien une stèle là-bas pour les victimes Quand on construisait, en réalité, ça fait partie de ce que M. Foposi-Negou disait tout à l'heure, la faillite de l'État. Oui. Quand on le construisait, il n'y avait pas de population autour. Donc, il appartenait donc à l'État de ne pas être laxiste. Donc, quand les populations viennent, commencent à vivre, on leur dit, voilà le périmètre de sécurité. Vous ne pouvez pas construire à partir de tel endroit. Or, on a laissé faire tout comme on déplorait ici dernièrement ceux qui ont construit sous les lignes haute tension. Donc, c'est un État qui est laxiste. Donc, en fait, on a l'impression que l'État a commencé à assassiner ses propres populations. Parce qu'on ne peut pas interpréter ça autrement. Absolument. D'ailleurs, il faut rappeler que pour les stations-service, on ne respecte pas la réglementation. Voilà, on doit avoir les premières habitations à 60 mètres de ces stations-service. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Vous voyez, des maisons sont collées carrément. On a un mitoyen avec ces stations-service. Les gens y vivent tranquillement. Le jour où il y a une catastrophe, c'est bonjour les dégâts. Et il y aura toujours ce bal des hypocrites qui viendront devant les caméras du haut. L'État prend en charge. L'État a pris conscience. L'État a pris des mesures. L'État a pris ceci, des mesures dont on ne voit jamais les habits. L'État sapeur-pompier, M. Fopoussi. Oui. Un État qui n'agit que lorsque tout est déjà fini. Parce qu'on parle aujourd'hui de cette indemnisation comme si on n'aurait pas pu protéger ces vies-là. Quand même, parce qu'il s'agit là de l'essence, et je pense que si les populations avaient été assez sensibilisées sur ces catastrophes-là ou encore sur ces incidents-là, elles n'auraient jamais approché ce liquide-là. Quand quelqu'un il n'y a même pas de sensibilisation. Quand un tel... Voilà, il n'y a pas eu de barrière de sécurité. Il y a une barrière de sécurité. Il y a un agent... c'est le crime. Il y a une barrière de sécurité. Il est mort. Il y a un agent, et il est mort depuis, qui avait appelé ce jour-là, et les autorités administratives et policières, entre 9h30, il avait assisté, et 13h30, c'est l'ex-DG de la SDP qui fait ce compte rendu. Ah, d'accord. Qui dit que justement, mais ce qui se passe, c'est que cet élément qui pouvait être un élément de preuve pour établir la responsabilité directe du préfet et du Foundi en ce moment-là, Sam, c'est Yaoundé, combien encore là, j'oublie, Yaoundé. Non, Yaoundé 3, c'est ça? Sous-préfet de Yaoundé, bon, je vais retrouver voilà. Et puis, les commissariats qui sont dans la zone. Donc, le listing des appels avait été malencontreusement, hasardeusement, utilisé comme vous voulez, disparu jusque, curieusement disparu. Merci Donald. Curieusement disparu. Donc, vous voyez qu'il y a eu une volonté pour certaines personnes de se laver, voilà, pour avoir bonne conscience. Malheureusement, nous y sommes aujourd'hui, 22 ans après, ça ne dit rien à personne. Les leçons n'ont pas été tirées. Sam est toujours comme il était avant. Si demain il y a encore une catastrophe, on va continuer à avoir le même... Ne vous étonnez pas que Ngwashi reste toujours comme ça. Tout à fait. Donc, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux. Oui, le deuxième sujet de la revue des réseaux sociaux concerne notamment ce qui s'est passé en France. Ce journaliste qui a été brutalisé, violenté par des éléments qu'on nous dit appartenir à la brigade anti-sardinard sur qui on a versé de la farine. Il est là, le sardinet est localisé. Le sardinet est localisé. Ils sont localisés. Les sardinats, ils sont localisés. Ils sont localisés. Les sardinats sont localisés. Ils sont localisés. Ils sont localisés. On t'attend. On t'attend. Nous allons te traiter. La brigade anti-sardinat, nous sommes là, Obama. Tu as fui, nous allons te traiter. Les sardinats, ils s'enfuient comme un rat. Pas fui.
Allons-y. sorcier. Allons-y, on va appeler la police. Oui. Voilà. Et c'est le début. D'abord, il faut condamner. Il faut condamner de manière ferme, vraiment ce type de violence. À un moment donné, dans ce pays, on doit arrêter de répondre à la violence par la violence. Vraiment, dans un pays comme le nôtre, on doit arrêter de répondre à la violence par la violence. Sinon, ça devient un rythme infernal. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans 500 ans et les gens vont continuer à se faire des violences, ça sera indéfini, vous savez. C'est ça, en fait, la stratégie de la vengeance. Hein. Ce n'est jamais fini. C'est-à-dire que vous tuez telle personne parce qu'il a tué une personne. L'autre, demain, son enfant tue parce que vous avez tué son père, et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle infini, infernal. Donc, il faut sortir de ça. Malheureusement, quel que soit, et surtout que c'est un journaliste, j'ai toujours dit aux gens que, malheureusement, les gens ne prennent pas assez conscience des risques que nous avons à parler en public. C'est des risques énormes à parler en public parce que nous disons des choses parfois qui choquent parce que nous ne voyons pas ceux qui nous regardent. Hein. Vous pouvez dire une chose de manière naïve sans vous imaginer, c'est que pour une autre personne, c'est quelque chose d'assez grave et cette personne vous garde rancune et vous retrouve quelque part. C'est comme c'est comme le cas ici quand on parlait des infirmières. On parlait des représailles qu'on pourrait avoir si jamais vous vous retrouvez dans un hôpital face à peut-être une infirmière, face à un médecin, face au système de santé camerounais que vous critiquez tous les jours. Ça veut dire que le gars à question va dire que voilà ceux qui tous les jours dénoncent l'état du système de santé, autant lui faire la peau comme il est couché là. Ouais, donc, voilà, donc il faut qu'on prenne conscience de ça dans ce pays. Et c'est malheureusement le cycle dans lequel on se retrouve. Quel que soit ce que quelqu'un a fait, on ne peut pas accepter une telle société où les gens se font justice eux-mêmes. Voilà. Bon, commentaire. Oui, je vais à votre suite pour dire quand même que nos compatriotes, ils sont en hexagone. Si ils peuvent se déployer là-bas avec une certaine liberté, avoir un certain type de comportement, précisément parce que dans ces pays-là, justement, il y a eu un chemin qui a été fait. Et si ce chemin ne pouvait pas être fait, si les Français étaient restés dans une spirale de règlement de comptes. Vous avez fait ceci. Donc, on n'a pas tué tous ceux qui étaient autour de la monarchie. On n'a pas tué. Et l'esprit de tolérance, c'est ça en fait qui grandit. Ils sont dans une société qui est dite civilisée. Civilisée. Donc, mieux vaut laisser ceux qui ont, qui font un mauvais boulot aujourd'hui, que l'histoire les fasse avoir honte de l'être. C'est pour ça que certains pays civilisés ont dit par exemple que M. Peter Botha, c'était mieux pour lui qu'il soit vivant quand un noir prenne le pouvoir en Afrique du Sud et qu'il voie comment un noir exerce le pouvoir, comment un noir sud-africain peut gérer une multinationale, et ça donne plus de mal, ça fait plus de mal encore aux bourreaux d'hier ou à ceux qui ont participé à cela. Donc, si tant est que on estime que M. Ernest Obama est du côté des bourreaux, vous le laissez. Ce sera pour lui demain, l'histoire le jugera. Donc, il n'est pas question pour nous j'allais dire, de manifester, permettez l'expression, une sorte de barbarie à son égard. Ça, c'est inimaginable. Moi, je n'aurais jamais, j'avais vu ça à l'époque où avec les artistes, j'avais pensé que c'était une colère qui était spontanée là, parce que tout le monde voudrait que le régime... Mais là, ça va trop loin. Mais là, ça va trop loin. C'est loin. Nous sommes quand même à plus d'1 an de la présidentielle. Nous sommes à... Il y a quand même... Le climat devait commencer à être assaini. Au moins, ne serait-ce que les relations entre nous, les citoyens. Puisque... Oui, les relations interindividuelles. Si demain... Ce qui arrive souvent, c'est que demain, vous allez vous retrouver que ceux qui vont là, un membre de leur famille ira en mariage là-bas. Ou vice-versa. Ou vous allez voir des types de relations, vous allez vous retrouver comment. Donc, il ne faudrait pas qu'un camp développe les rancœurs contre un autre camp. Non, on peut rester en tant que citoyen estimé,
qu'on est dans des partis politiques, on prend des positions citoyennes qui peuvent énerver, comme vous l'avez dit, mais on s'accepte, on se tolère. C'est ça ce que je pourrais Voilà. dire. Il y a dans ce pays des gens qui se nourrissent de la violence. Hein. Et ça, c'est inquiétant. Nous devons jouer notre rôle. Et cette chaîne de télévision Equinox a toujours joué ce rôle d'apaisement des Camerounais. En réalité, c'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est-à-dire que les médias doivent jouer le rôle de médiation. C'est ça un média. On doit jouer ce rôle-là et nous continuons à le jouer ce rôle-là. Parce que quand vous entendez le nombre de morts qu'il y a eu au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, quand vous entendez tout ce qu'il y a eu comme en termes de violence, en termes de machettes, les rancœurs qui existent. En termes de machettes, et tout à l'heure vous évoquiez la France. La France sûrement est en train de payer, on va le dire comme ça, une forme de malédiction. Est-ce que vous savez que lorsque les révolutionnaires, les républicains, arrêtent la monarchie à la Révolution française, qu'est-ce qu'ils disent aux Français à l'époque? Ils disent aux Français à l'époque qu'ils ont capturé Louis XVI. Alors que Louis XVI à l'époque c'était lui-même rendu. Voilà, tout à fait. S'ils avaient dit aux Français que Louis XVI s'était rendu, il n'y aurait jamais eu la guillotine pour Louis XVI. Hein? Ça ne serait jamais arrivé. Ils ont dit que non, on l'a combattu, il s'est battu jusqu'au bout, on l'a capturé. Et donc les Français ont dit, ah bon? Du coup, ils ont coupé la tête du roi. Donc, et aujourd'hui, ça les suit jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont toujours du mal. Ils regardent les pays comme l'Angleterre avec un peu d'envie parce qu'ils se rendent compte que là-bas, ça marche et pas en France où ils ont voulu casser la monarchie de manière brutale. Donc, il faut quand même qu'on se rende compte que la violence a toujours quelque chose, a toujours des relents et a toujours des regrets à la violence. Donald Brice Kamga. Oui, je voulais d'abord réagir à votre propos introductif parce que certains pourraient l'interpréter d'une certaine façon. Moi, je fais la différence entre la dénonciation et la calomnie. Le fait de dire que les médecins, les infirmiers, le corps médical camerounais travaillent dans des conditions difficiles, que le plateau technique n'est pas cela, ce n'est pas être contre le corps médical. C'est de dire qu'il faut améliorer leurs conditions pour renforcer leur capacité à assumer les charges, les fonctions qu'ils exercent. Mais sauf qu'à l'époque, des gens nous ont menacés, qu'on nous attendait dans les cliniques. Dans les hôpitaux. Ça, c'est ceux qui sont de mauvaise foi et heureusement qui sont marginaux, ceux-là, en ce moment-ci. Moi, je fais la distinction entre la calomnie et la dénonciation. Surtout en journalisme, la dénonciation, c'est la condamnation d'un fait qui est survenu. La calomnie, c'est on a des intentions de nuire à quelqu'un. Il n'y a pas cette intention de nuire en disant que les routes au Cameroun ne sont pas en bon état. Ce sont des faits. Tout à fait. Première chose. Deuxième chose, il faut condamner la violence d'où qu'elle vienne. Eh bien, d'où qu'elle vienne. Autant. Il faut condamner cette violence contre un Camerounais, encore davantage un confrère. Là, je condamne encore davantage. Mais il faut condamner toute forme de violence. Autant je condamne ces violences, autant je condamne. Et j'aurais suggéré à ce confrère de condamner les violences qui sont faites au Cameroun sur les enseignants, de condamner les autorités administratives qui donnent l'ordre aux forces de maintien de l'ordre de violenter des hommes politiques qui manifestent pacifiquement et conformément à la loi fondamentale qui l'autorise. Cela étant dit, nous avons affaire à une organisation qui s'est formée au détour de la présidentielle de 2018 et qui s'attaque systématiquement à ceux qui, aux officiels camerounais ou à ceux qui symbolisent les institutions au Cameroun. Cela est condamnable évidemment, mais nous sommes, moi je vais plus loin, nous sommes dans un pays qui s'effondre et nous le disons chaque jour, un pays où la violence est devenue le principal mode d'expression des citoyens, notamment de nos compatriotes qui sont établis dans la diaspora. Nous sommes dans un pays qui s'effondre et nous sommes dans un pays où les dirigeants ne sont pas patriotes. Le dire n'est pas criminel. Dans ce pays, quand même, l'unité de mesure des détournements de fonds publics, c'est quand même le milliard de francs CFA. Les gens, pendant ce temps, meurent dans les hôpitaux faute d'un plateau technique non adéquat, faute de conditions professionnelles pour les médecins, le corps médical qui y travaille, d'avoir le minimum pour servir. Et ça, c'est complètement inacceptable. Et
les femmes enceintes qui meurent, ces enfants qui meurent à l'entrée des hôpitaux publics notamment. On ne voit pas cela en France. Et je peux comprendre la révolte de nos compatriotes qui sont établis à la diaspora sans pour autant cautionner la violence qui est devenue leur mode d'expression. Ouais, donc, ce que vous dites, c'est qu'on devrait peut-être tirer les leçons de cela. Absolument. Parce que nous avons déjà suffisamment. Parce que je ne sais plus quel auteur le disait. Il disait que l'on fait généralement recours à la violence lorsqu'on n'est pas en capacité de nous faire entendre. De s'exprimer autrement. De s'exprimer autrement. Voilà. Donc, je ne sais pas quel auteur le disait. Voilà. C'est Voltaire qui le disait. Mais oui, peut-être aussi pour nos dirigeants de mettre en place en réalité d'autres créneaux. Je vois dans d'autres pays où la diaspora, par exemple, a des sièges au Parlement. On pourrait, pourquoi pas, faire en sorte d'avoir un député. On pourrait faire en sorte d'avoir un député qui représente la diaspora au Parlement camerounais, qui ferait mieux entendre dans l'institution la voix de cette diaspora qui peut-être se trouve s'imagine exclue. Au-delà de leur représentation, ça ne résolvera pas tout. Les compatriotes qui manifestent dans la diaspora, leurs méthodes sont condamnables, mais ils contestent la gouvernance, la qualité de la gouvernance au Cameroun. Et si on évite d'adresser ça, et chaque fois on se limite à condamner les violences, alors on sera dans le cycle infernal de la violence, sans pourtant adresser les questions de façon sérieuse, de façon profonde. Dominique Audrey, votre commentaire là-dessus? Ce que je vais dire, c'est que le fait que ce soit un journaliste qui ait été attaqué, c'est dérangeant pour le corps de métier. Mais je vais être honnête et ne pas verser dans l'hypocrisie qui règne depuis la publication de la vidéo. Aujourd'hui, on voit des gens qui sortent de partout, qui disent qu'ils dénoncent, ils dénoncent, ils dénoncent. Ok, vous dénoncez. Mais sauf que, quand vous avez protégé la personne qui a été attaquée, vous avez écouté les personnes en face. Parce que également sur la toile, on retrouve des vidéos du concerné de M. Obama qui a dit qu'on raserait des villages de toutes ces personnes-là, qu'on ferait telle chose de ces personnes-là. Il faudrait que les gens sachent que, je pense que ça nous concerne tous, chacun a sa façon de gérer la colère. Tout le monde n'est pas modéré. Tout le monde n'est pas tempéré. C'est clair que tous ici, on a une fois dit quelque chose qui pouvait froisser les gens. Mais je pense qu'on devrait faire le maximum pour éviter de se mettre les gens à dos. On devrait faire le maximum. Les vidéos, entre guillemets, irrévérencieuses de M. Obama sont disponibles sur Facebook. Et honnêtement, à plusieurs reprises, il a froissé des gens. À plusieurs reprises. Donc moi j'estime que ce qui lui arrive aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un problème contre M. Obama, c'est plutôt les idées de l'homme en face qui dérangent. Peut-être la façon d'exprimer le mécontentement gêne aujourd'hui. C'est ça le problème. On oppose des idées. Mais aujourd'hui, aux idées, non? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'exprimer? Si ils l'ont fait, il y a également qu'ils aient aussi l'honnêteté de publier les vidéos contre eux au Nangini et le même Obama. Et pour plus, il y en a, ça existe aussi. Ça existe aussi. Il y a même eu les vidéos beaucoup plus incendiaires à l'endroit du chef de l'État. Non seulement il y a des vidéos incendiaires en attaquant le chef de l'État, mais ils sont même menacés, le chef de l'État, physiquement. Oui. Donc ça, c'est condamnable. Il faut faire des vidéos, vous aussi. Les condamnations sélectives, moi, ça me dérange. Oui, on condamne que M. Obama ait été attaqué, ok. Mais qu'on condamne également lorsque une personne vient sur un média et trouve qu'on devrait acheter tout un village, qu'on devrait acheter les femmes des gens, qu'on devrait contre des personnes qui sont... J'ai dit qu'ils l'ont déjà répondu aussi à M. Obama, qu'il publie aussi ces vidéos-là. Donc, à côté de ça, donc là, on aura vidéo contre vidéo et le combat sera entre vidéos. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Il n'y a pas de normes établies sur comment gérer sa colère. Il n'y a pas de canevas. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. La société régule. C'est pour ça qu'on va à l'école pour l'instruction. C'est pour ça que les familles sont là pour l'éducation. Sauf que là, ça ne se vérifie pas. Justement, c'est pour ça que je vous disais hier que nos aînés... Non, je ne peux pas laisser ça prospérer. Nos
je ne peux pas. Nous, c'est pas mon papa seul qui a parfait mon éducation, c'était les aînés. Tout à fait. Que quelquefois, même papa n'était pas au courant et il tapait. Donc, non, madame, la société est régulée d'une certaine manière. Justement, c'est ce que je vous dis ici. Vous pensez que, comme nous sommes 8 milliards d'individus au monde, c'est 8 milliards de points de vue. Non, ça n'existe, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut donc pas laisser prospérer l'idée selon laquelle chacun gère sa colère comme il veut. Non. Ça, c'est pas une société, ça. Il y a donc, on ne peut pas imposer aux gens comment ils vont se comporter. Il faut être d'accord. C'est pour ça donc qu'on condamne. On condamne, on doit imposer. À côté de ça, moi j'ai eu un problème avec le fait qu'on tribalise cette histoire-là. Oui. Oui, aujourd'hui, on va estimer que c'est une affaire de telle tribu qui a fait. Je pousse votre point de vue. Pour l'autre, là, c'est chacun qui sent. Sauf que parmi les gens qui ont commis l'acte, on retrouve des gens qui viennent de partout dans le Cameroun. Absolument. Donc ce n'est pas une affaire des Bamileke qui ont attaqué quelqu'un qui est du sang. Je suis désolé. Arrêtez de faire ces... Là, je suis d'accord avec vous. Merci de me faire, justement, de me donner cette perche pour faire une précision. Là, je suis d'accord avec vous. Pour faire une précision, Equinox n'a jamais été la chaîne d'un village. Voilà. Voilà. Donc, si les gens, Equinox, en réalité, et il faut juste voir ce plateau, Equinox n'a jamais été la chaîne qui défend un village. D'ailleurs, la ligne éditoriale de la chaîne est tout à fait claire. Au-delà de l'image, nous rendons compte et toutes les sensibilités, si on va sur le champ politique au Cameroun, s'expriment. Et j'ai même souvent tendance à penser que le parti au pouvoir s'exprime beaucoup trop. Donc, sur une chaîne comme Ils le disent, eux-mêmes voilà. le disent. Hein. Donc, en réalité, il faut qu'on soit, faut qu'on soit clair sur les mots. Je pense que nous n'avons pas besoin de le dire. Oui. Il n'y a que les naïfs qui avaleront de telles balivernes. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, il y a Non, il y a eu cet argument qui a été dansé sur la toile, que pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? J'ai vu une photo d'un, je ne sais pas qui a fait ça, on nous l'a envoyé sur la page de l'émission, quelqu'un dire que, par exemple, Cédric Noufélé qui travaille à Equinox pourrait lui aussi subir des menaces pour faire le match nul de ça. Rien à voir. Pour ça veut dire que les gens il faut faire attention parce que dans un pays comme le Cameroun, on doit faire la précision. Les médias sont le souffre-douleur de beaucoup de gens. On doit arrêter ça. Et c'est le gouvernement en général qui instrumentalise cette affaire. Je comprends. On veut affaiblir les corps intermédiaires. Parce qu'il y a eu une vidéo on veut de façon masquée, on citait Equinox comme étant la chaîne qui avait, moi je vais dire, comme on a cité Equinox comme était la chaîne qui était censée porter M. Kamto avec une chaîne Bamileke pour être un président Bamileke. C'est pour ça donc aujourd'hui, il y a des chances que les... D'accord. Ok. Vous voulez pas que je parle? Non, je ne veux pas que vous parlez. Parce que je vous censure. Non, mais j'assume vous censurer sur ce point. Ok. Voilà. Sauf que tout le monde le voit. Oui, Donald. Celui qui aujourd'hui au Cameroun refuse de reconnaître qu'Equinox c'est le thermomètre social. Celui qui au Cameroun aujourd'hui refuse de reconnaître que l'Equinox, s'il est devenu le thermomètre social au Cameroun, est de mauvaise foi. Même au sein du gouvernement, lorsque vous discutez avec les membres du gouvernement, même en privé, ils vous le disent, vous faites du bon travail. Et ça, on n'a pas besoin d'être primé de Marx pour le dire. Les faits sont là. Et ceux qui sont de mauvaise foi, heureusement, la réalité les rattrape. Sur la question du tribalisme, il faut attaquer tel. C'est le gouvernement qui doit gérer tout cela. Et moi, je dis toujours, depuis que le discours sur le repli identitaire, le tribalisme monte, je n'ai pas encore pris connaissance d'une réaction ferme, d'une position claire et sans équivoque des pouvoirs publics. La réponse, le plus souvent, ce sont des récupérations, des tentatives de manipulation de la tribu pour défendre ou régler telle ou telle situation. Les dérives viennent de toutes parts, à la fois du camp au pouvoir et de certains qui utilisent des méthodes contestables pour remettre en question la gouvernance. Et c'est l'État qui arbitre. Absolument. Donc, bon, Bengan, ce triste épisode, on va dire ça comme ça, doit s'arrêter. Absolument. Oui. Absolument. Et il ne faut pas que l'État fasse de la politique de l'Autriche. Lorsque Oumniobe, le 12 décembre 1951, parle du tribalisme au congrès de KPDD à Kumba,
Obama n'était pas encore né. Je ne suis même pas sûr que son papa était né. Donc, c'est l'État qui instrumentalise le tribalisme. Lorsque l'État, je parle même, là, ils me regardent, on crée, on revitalise l'organisation des jeunes du RDPC au dernier congrès de décembre de 1996. Et pourquoi le pouvoir crée le jour, ils ont créé une association qu'ils ont appelée Jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau. Ils ont créé la Jachabi et la Presby. À ce moment-là, la jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau, qui vient combattre la jeunesse du RDPC, c'était qui? C'était les Bamileke qui renforçaient les bêtis? Non. Il y a un clan au pouvoir qui est installé là depuis Lupo Lojula. Depuis Lupo Lojula jusqu'aujourd'hui. Et ce clan est encadré par tout le monde. Et qui instrumentalise. Et je vous rappelle que justement, lorsque Ahidjo démissionnait, il dirigeait avec qui? Avec Paul Biya qui gérait l'administration, avec Jean Kouete qui avait le volet économique, et Sengako qui avait la dimension politique. Voilà comment le pays était encadré. Et Sengako étant parti, aujourd'hui gère avec Jean Kouete. Vous allez donc dire que les Bamileke ne sont pas exclus du pouvoir. Tout à fait. Mais je vous parlais tout à l'heure, lorsque il appelle son ami personnel, et c'est d'ailleurs avec lui, Ahidjo envoie Paul Biya et Nyat Ndifendi pour apprendre comment on crée une société d'électricité au Cameroun. C'était en 1973. Donc quand on crée la SONEL en 1974, Paul Biya et Nyat ont la responsabilité d'accompagner le pays dans une chambre. Vous parlez de quoi? Donc, les gens qui disent des choses ne font pas. Oui. Donc voilà le temps. Les clans là, c'est les clans qui détruisent. Et vous allez voir demain leurs enfants revenir prendre ces maillons de cercle de pouvoir et les autres, maintenir les autres dans une situation. Et vous donc c'est une vieille tactique coloniale. C'est une vieille tactique coloniale qui malheureusement perdure, et beaucoup d'âmes manipulées malheureusement se laissent entraîner par ça. Malheureusement, on le dit ici tous les jours, parce que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. On a toujours dit ici, les Camerounais ont un seul problème, celui du manger ensemble. Absolument. Tanga Nord, Tanga Sud, c'est ça le véritable souci du Cameroun. Tant qu'on n'a pas résolu ce souci-là, tout ce qu'il y a à côté, c'est des tentatives de manipulation. Des détournements de sujets. Pour ceux qui sont là, se pérennisent au pouvoir. Parce que pendant que nous parlons sur ces sujets périphériques, ils continuent à mettre en place leur stratégie pour se perpétuer au pouvoir, comme on le voit depuis très longtemps. C'est malheureux, c'est trop facile qu'on nous prenne comme ça, mais on se rend compte que ça perdure dans l'opinion publique, et beaucoup de gens se laissent trop prendre par ces questions. Un ministre est censé travailler pour son pays. Absolument. Et c'est l'État qui doit faire en sorte de partage de pouvoir, Absolument. Partage du gâteau national. Les gens sont libres. Pendant qu'on parle d'une question sensible concernant du système électoral, du code électoral, des fraudes, tout ça pour avancer, on nous ramène une telle vidéo pour chaque fois, et c'est toujours comme ça chaque fois. Hein. Chaque fois, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un vrai sujet qui demande qu'on se concentre pour trouver des solutions, on nous sort une vidéo qui sort de nulle part pour nous divertir, pour nous éloigner des vrais sujets. C'est malheureux. On va s'arrêter là, Karine Sotia, pour cette revue des réseaux sociaux. Tout de suite, on bascule au plateau B, mais avant, nous allons prendre interpellation de ce matin. Interpellation, et ensuite commentaire. Oui, en ce qui concerne le pays, en tant que Camerounais, jeune Camerounais que je suis, je pense que ce pays mérite à être refondé. Refondé sur tous les plans, que ce soit sur le plan éducatif, que sur le plan économique et infrastructurel. Parce que vous allez constater, vous-même vous voyez que la corruption, la malgouvernance, c'est-à-dire que ça a entraîné notre pays c'est-à-dire qu'à un bas niveau, au point où nous n'arrivons même plus à comprendre est-ce que c'est vraiment le Cameroun que le feu président Amadou Ahidjo a laissé. Hein? Voici un pays, depuis 2014, qu'on nous a attribué l'organisation de la CAN. Nous sommes en de la CAN 2019.
je dis bien depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à organiser la CAN. Vous voyez, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Voyez vous-même, le stade qu'on a baptisé, le stade Amadou, le stade Pombia, c'est comme si ce nom a maudit le stade. Ce nom a maudit le stade parce que les choses n'avancent pas. Ce stade même, tout le monde est convaincu aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que même s'il faut jouer la CAN au Cameroun, ce stade ne pourra pas être opérationnel. Ça veut donc dire que vous voyez à quel niveau la corruption, la malgouvernance est allée jusqu'à arriver. Ce qui nous énerve, le président lui ne sanctionne pas. C'est toujours les mêmes gens tous les jours. Il fait le saupoudrage, il envoie l'autre au quartier, il prend son frère, et le lendemain il appelle son frère et il s'en fout des jeunes. Vraiment, pour nous la jeunesse, nous disons ce pays mérite d'être refondé. Ça veut dire que quoi? Tous ces vieillards là, pour ma part, c'est-à-dire qu'ils ont montré leurs limites. Ils ont montré franchement leurs limites. Il faut des nouveaux hommes à la tête de ce pays. C'est-à-dire qu'il faut un changement radical de l'équipe gouvernante de ce pays. Sinon, les choses ne pourront jamais changer. Voilà, commentaire sur ces propos. Bon, Bengal. Oui, d'autres compatriotes parlent de refondation, c'est de ça qu'il s'agit. Les savants parleraient de l'aggiornamento. Donc, et nous, en langage facile, nous disons que nous sommes dans l'impasse. Vous voyez bien que ce soit sur le plan culturel, social, culturel, nous sommes dans l'impasse. On est bloqué. Comment on fait pour reprendre une seule chose? Vous vous asseyez, vous causez. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, quand on dit, même lorsque c'est le président de la République lui-même qui mène les négociations, d'abord avec les Turcs pour la construction du stade de Japoma, avec les Italiens pour la construction du complexe sportif qui porte son nom, ça n'aboutit pas. Il organise un forum investir au Cameroun. Aucun investisseur ne vient. Et les autres, ses compatriotes amènent plutôt la MIDA pour extorquer encore l'argent aux citoyens. Bon, vous voyez, donc c'est l'impasse partout. Partout, à ce moment, on s'assoit, on cause, on met en place des nouvelles pistes. C'est ça qu'on appelle refondation. Et parmi ces pistes-là, vous avez évoqué une tout à l'heure. Comment choisir nos dirigeants locaux? Tout à fait. Les maires, les conseillers municipaux, les maires, les députés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça commence d'abord par là. Si le consensus est fait au niveau des choix, je pense qu'on sera sur les rails. On n'aura plus à avoir toutes ces crises qui arrivent à la pleine figure. On voit très bien que la question du consensus du jeu électoral est une question centrale et qui pourrait d'ailleurs garantir la légitimité de nos dirigeants en réalité et nous éviter moult crises. On va, Karine, avec vous, lire quelques messages de nos téléspectateurs sur les différents sujets que nous avons abordés ce matin. Depuis 10 heures, il faut le rappeler, il y a l'histoire du jour et cette femme qui se plaignait d'un manque d'affection. Et puis, vous avez également la colère de la Brice Kamgan sur cette activité de mototaxi, des conducteurs de mototaxi au Cameroun. Et puis, cette revue des réseaux sociaux. Karine. Mais moi, je vous pose d'abord une question. Pourquoi les hommes, eux, ne se plaignent jamais? Parce qu'ils ont honte. Ils vont se consoler. Voilà. Parce que c'est ça qui nous tue. Nous, on meurt vite parce qu'en fait, nous avons honte. C'est la honte qui fait que les hommes... Les femmes nous tapent souvent à la maison. Non. Elles nous refusent et la nourriture, eux le lit. Elles nous tournent le dos. Mais nous, on est là, on gratte la tête, on commence à dire qu'on est fort et on ne se plaint jamais. Donc, vous avez dit aux femmes et aux hommes, plaignez-vous. Parce que toute cette semaine, c'est des histoires. Mais les femmes nous ont menacés, monsieur Foko. Nous avons un ami à Yaoundé, l'a créé, l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Les femmes se sont érigées pour dire que nous, on ne doit pas se déployer. Et nous aussi, nous les hommes, nous sommes restés tranquilles. Et après, on va dire que c'est l'homme qui commande. Non, mais voilà un homme qui, lui, n'a pas de problème à aller rester au salon. Desquels nous en avons. J'ai dit que les femmes ont fait le lobbying pour que l'association des violences faites aux hommes au Cameroun ne fonctionne pas. Et nous aussi, on laisse. J'ai des adhérents. Si voilà, donc, je voulais animer l'antenne de littoral. Elles m'ont fait de terrible. Et moi, j'étais obligé de baisser les bras. Ok, d'accord, Karine. Oui. Alors, j'ai ramené le piment. On va pas dire tout ça. Alors, tous ceux qui commenteront ce sujet
Ce sont des messages vraiment... alors... Vous faites de la censure. Vraiment, c'est... Vous faites de la censure. C'est vraiment... Non, les Camerounais, non, ça me permet de dire quelque chose parce que j'ai moi aussi, nous aussi lu, Mori et moi d'ailleurs, on a les ensemble, Mori et moi, on a lu ces messages hier des Camerounais. Il faut qu'on fasse attention. Absolument. Il faut qu'on fasse attention. Ne versons pas dans ça, parce que c'est le piège. Il faut qu'on fasse attention parce que ça va être irréversible pour le Cameroun. Ça va être irréversible. Et si on continue à être aussi intolérant, ça ne marchera pas. On ne peut pas dans une société répondre à la violence par la violence. Vous avez dit que le cycle de violence ne s'arrête jamais si on continue à la violence. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui accepte que je supporte ça et on avance. On a tous un rôle à jouer. Voilà. C'est un système de tolérance. Oui, parce que vous aurez toujours des gens qui seront violents. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Si vous leur répondez par la violence, sachez donc qu'il y aura une contre-violence. Et ce sera indéfini. Dans l'histoire du monde, la solution, c'est que l'État camerounais tranche. Ne doit plus jouer un rôle trouble dans cette affaire. C'est la solution. Tant que les gens versent dans les injures, la calomnie, les dérives, et que l'État ne dit rien, ceux qui se sentent ainsi injuriés vont réagir de façon violente et on va ainsi enchaîner les actes de violence. L'État camerounais doit prendre clairement position sur la question du tribalisme, les violences, les injures, tout ce qu'il y a comme dérive sur la place publique. Et pour l'instant, il me semble que l'État manipule, l'État instrumentalise. Karine. Oui, on va lire quelques messages. C'est grave, les motos servent à faire le tapage pour les mariages, les deuils, les campagnes, c'est grave. Un jeune qui refuse de fréquenter prend la moto. Un jeune qui est diplômé prend la moto, c'est grave, pardon. C'est Déthèse Vitalini qui nous a écrit ce message. Oui, c'est ce qu'on disait ici, par rapport au vide que ces motos sont venues combler. Et pourtant, comme on dit, parce que les Camerounais estiment qu'il n'y a pas de solution, il y a eu bien des pistes de solutions. C'est pour cette raison qu'en 1990, le chef de l'État crée lui-même l'Office national de la zone franche industrielle. Parce qu'il estime qu'on doit créer les industries. Il y a une industrie qui doit exporter les produits manufacturés produits au Cameroun et une autre industrie qui est là pour développer localement. Il y a eu l'usine de Fodiomoko dernièrement, il devait en avoir d'autres. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire. Mais là, ça attendait l'aval de ce projet de M. Niad Difedi, directeur de la SONEL. Tout à fait. Pour dire, par exemple, qu'on veut environ 2000 entreprises qui soient branchées à la haute tension. Peut-être 10 000 entreprises qui soient branchées à la moyenne tension. Et les autres, et ça laisse développer également les PME pour les sous-traitants et autres. C'est ça qui a été stoppé net. Stoppé net. Donc l'État n'a pas accompagné les opérateurs économiques. D'abord mettre en place l'industrie, c'est-à-dire la production de l'énergie électrique à travers les barrages hydroélectriques. Parce qu'aujourd'hui, on veut aussi nous faire croire que ah oui, mais les sources renouvelables, les solaires impontés descendus, on n'a pas besoin, on n'en avait pas besoin. Avec les barrages hydroélectriques. Et c'est là, moi, je n'ai jamais fait l'électricité. C'est après avoir lu cet almanach d'électricité au Cameroun que je me suis rendu compte qu'ils ont dit que la construction d'un barrage dure 4 ans. Donc, si on avait construit ces barrages-là, et aujourd'hui, le même État vient nous faire la fémania en disant qu'on veut jumeler les constructions du barrage de Grand Ewen et le barrage de Ngodi, a dit même qu'on va déguerpir certaines populations. C'est inadmissible. On n'arrive d'ailleurs pas à indemniser les populations à la Mapé là-bas et tout, les petits, sur même l'autoroute Douala-Yaoundé. Mais on veut déguerpir encore des villages pour, soi-disant, faire un projet colossal. Eux-mêmes, ils savent pas et que l'entreprise américaine en question n'a pas la surface financière pour faire ça. Alors qu'on peut faire ces barrages de manière séparée. D'abord, c'était les propositions de Niad Difedi. Ça va être plus efficace. Voilà, ça va être plus efficace. Malheureusement. Et on fait comme s'il n'y avait pas de tout. Il y a des solutions. Dites au président de la République, vous que le voyez, voilà, de suivre ces solutions-là. Et vous verrez que nous manquerons d'ailleurs demain
Voilà, et pour justement, aller donc le justement pays travailler dans ces grandes entreprises. Le Cameroun est un pays où tout est à construire et on dit aux gens qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Karine. Moi, je ne voyage pas dans la tête des gens. Ça, c'est concernant l'histoire du jour. Moi, je ne balade pas dans le cerveau des gens. Même pas de mon mari. Quand il voudra me parler, il reviendra. Alors, je saurai exactement ce qu'il vivait et je saurai à ce moment quoi faire. Ça, c'est Berlon de Sam Gangue qui nous l'a écrit. Et comment vous dormez? Merci, Comment Berlon. tu vivras Comment? ça? Vous restez tranquille, elle a dit qu'elle reste tranquille. Il ne faut pas voyager dans les idées de la tête de non. l'autre. Vous le disiez avant le Mais le sens qu'elle utilise n'est pas le même que C'est vous, pour un dire bonbon. qu'elle s'en fout. S'il Elle veut, s'en il fout, part. hein. S'il veut, il ne part Oui, pas. elle s'en fout. Le problème, Non, c'est que c'est vous pas le possible. laissez là où il est. Il 2 ans déjà qu'elle supporte quand même, hein. C'est de trop. La femme n'a pas le cœur en pierre, ayant souvent pitié de nous les hommes, vraiment. Ça c'est Mekonat qui écrit. Cherchez toujours à mettre tout sur le dos de la femme. Moi je pense que ce monsieur est peut-être amoureux d'une autre femme, Astrid Koulak. Il serait bien parti. Et ça dérange en quoi la femme de la maison? Pardon. Moi, il dort au salon. la pour question voir. est simple. Si votre mari aime une autre femme, ça vous énerve. Et si une autre femme déteste votre mari, vous faites comment? Ça me dérange même pas. Ah d'accord. Ça veut dire qu'on peut assassiner votre mari, ça ne vous dérange pas? Il Et l'aura cherché. elle ne peut le laisser pour rien, c'est lui qui est parti chercher. Ah d'accord. Alors pour l'histoire du jour, à l'heure Vous avez la actuelle, bouche, hein, vous avez la bouche. Hein. dans le gouvernement, chacun essaye de voler pour lui car ils savent déjà que c'est la fin. Ça, c'est D'accord. Romy Robéo qui écrit. Ok. Donald Brice, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nos chefs d'État, nos dirigeants doivent comprendre que, qu'on le veuille ou pas, notre système gouvernant est partant, est finissant. Nous sommes dans un gouvernement dont la moyenne d'âge est autour de 55, 60 ans. 60 ans, 60 ans. 65. La plupart sont des partants. Et c'est clair qu'à l'état actuel, ils ne peuvent plus nous Je peux vous apporter. dire que le renouvellement a commencé. Ils ne peuvent plus nous Dans les apporter. préfectures Je peux et... vous dire que le renouvellement Non, a non, commencé. écoutez ce que M. Je vous Foucault dis dit. que le renouvellement a Le commencé. ministre des petites et moyennes entreprises, il n'a pas beaucoup d'argent. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. J'étais des impôts. Voilà, donc. Voilà. le Donc, Le renouvellement- renouvellement a commencé. C'est clair que le système, l'ordre gouvernant actuel, la plupart. Donc ceux qui disent qu'on est en fin de règne, là, c'est Ah. sur quoi ils se battent. On est plutôt en début de règne. Hein. Moi, Depuis voilà, le règne dans la fin de c'est pas règne. ça mon point de vue. Voilà, tout à fait. Donc, merci. Vous avez tué son élan. Hein. En fait, C'est c'est un peu fini. Merci. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision, mais également un bon week-end. On se retrouve lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun.